Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une tragédie survenue en plein cœur de la crise anglophone pourrait-elle raviver les braises ardentes de cette crise? Un militaire a assassiné mardi après-midi 2 civils. Selon la version officielle, tout est parti d'une altercation entre le militaire en question et les 2 civils. Pourtant, ils étaient tous les 3 en train de consommer de l'alcool dans une ambiance qui était loin de présager un feuilleton macabre. Enquête à suivre en ouverture de ce journal. Le centre des affaires paralysé à Douala ce mercredi à la suite des coupures intempestives d'électricité, incapables de mener leurs activités entre 6h et plus de 14h. Les petites et moyennes entreprises ont enregistré des pertes économiques importantes. Pour ceux qui ont eu recours au groupe électrogène, ce sont des charges supplémentaires qui viennent amenuiser leurs revenus et leur chiffre d'affaires. Vous suivrez le cri de colère au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est le deuil à Bamenda après cet assassinat de 2 civils tués à bout portant par un militaire. La scène s'est produite non loin de Ayaba Hotel mardi après-midi. Pourtant, tous les 3, le soldat en question et les 2 civils, étaient en train de consommer de l'alcool dans une ambiance qui était loin de présager ce feuilleton macabre. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest parle d'une altercation qui aurait débouché sur un incident. Il appelle la population à la retenue au calme et annonce l'arrestation du soldat incriminé. D'autres détails dans ce reportage signé Frédéric Taka et Jean-Paul Chouniat. Sur ces images amateurs, Thierry Henry et Ibrahim Talla, tous deux pleins de vie, les 2 hommes étaient loin d'imaginer qu'ils ne seraient plus de ce monde à l'heure qu'il est. Selon des témoins de la scène rencontrés par le reporter de la Nouvelle Expression, les 2 amis ont été abattus à bout portant par un militaire en service commandé à l'hôtel Ayaba de Bamenda dans la journée du 22 février 2022. Et comble de l'histoire, chez Henry et Ibrahim Talla auraient même offert à boire à l'homme en tenue avant de recevoir en retour les balles mortelles de leur bourreau. Dans une débandade totale à la sauve qui peut, personne de tout ce beau monde présent sur les lieux n'ose comprendre la tournure des événements ayant conduit à la fusillade des 2 hommes qui étaient venus faire laver leur véhicule dans l'enceinte de l'hôtel Ayaba. Dans un communiqué rendu public, le gouverneur du Nord-Ouest déclare que les 3 hommes auraient agi sous l'effet de l'alcool au cours d'une dispute, tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes. Adolphe Lélé l'Afrique indique dans son communiqué que le soldat mis en cause est aux arrêts et une enquête en cours pour faire toute la lumière dans cet incident. Un incident de trop qui vient renforcer la méfiance entre hommes en tenue et la population, lâche des observateurs de cette crise dans les 2 régions anglophones. En raison de ces coupures intempestives d'électricité, ce mercredi matin, le centre des affaires de Douala a été privé d'énergie électrique entre 6h et plus de 14h. Cette situation a entraîné d'importantes pertes pour des petites et moyennes entreprises. Faute d'énergie, elles ont eu du mal à mener leurs activités. Pour ceux qui ont eu recours au groupe électrogène, c'est une charge supplémentaire qui vient gréver ainsi leur chiffre d'affaires et leurs revenus. Ils expriment leur désarroi face à cette situation qui perdure depuis plusieurs semaines dans la capitale économique du Cameroun et dans d'autres villes du pays. D'autres précisions dans ce reportage signé Romanus Tché, Théophile Tchonke et Ulrich Ngonomala. Voici plus de 24 heures que le moteur de ce moulin à écraser n'a plus tourné en raison de la coupure d'électricité dans cette partie de la ville. Nous sommes au marché Sondaga. Un délestage qui impacte sérieusement les activités économiques à petits revenus. Voici le 2e jour que je ne travaille pas, donc c'est journée chômée. Ce n'est pas de seule activité que je nourris les enfants avec. Dans cette mini-poissonnerie, le contenu des congélateurs se dégivre au fil des heures. Aujourd'hui, je devais avoir rivage, mais
On a décidé de retarder d'abord parce que justement il n'y a pas le courant. Je ne peux même pas vous permettre d'ouvrir le congélateur parce que tout est à l'eau. Je vais un peu sauvegarder un peu ce qui reste. Et puis envoyer le reste aux fumeurs. Pour garder sa clientèle, Zidane est contraint d'utiliser un groupe électrogène comme d'autres commerçants du coin. Une solution à double dépense. Non, ça dépense. Le carburant c'est 650. Le carburant c'est 650. On est obligé de faire le plein. Et tout ça pour satisfaire les clients parce qu'il n'y a pas le revenu, c'est pour garder la clientèle. Il n'y a pas le revenu puisque les prix ne changent même pas. On fait ça pour garder la clientèle parce que tu ne peux pas augmenter 1 centime. Sinon tu vas faire partir les clients. Il va dire qu'il préfère attendre le courant. Tout ça, je fais ça pour garder la clientèle. Depuis la fin de la Cannes Total Énergie 2021, la capitale économique du Cameroun subit des coupures intempestives d'électricité, des délestages qui ralentissent également les grandes entreprises de la place. Précisons que l'entreprise Eneo a fait savoir que cette situation est liée à la saturation du réseau de transport électrique et le fait que certaines centrales produisent à régime limité du fait de l'étiage ou de travaux de maintenance ou encore de l'indisponibilité du combustible pour faire tourner certaines centrales au Cameroun. Les différents acteurs du système électrique se sont engagés à résoudre le problème, mais les coupures, quant à elles, perdurent et sont devenues quotidiennes dans les principales villes du Cameroun. Il y a un an, en février 2021, le président de la République autorisait le ministre de l'économie à emprunter 89 milliards de francs CFA auprès des banques internationales afin de réaliser la deuxième phase du projet de construction de la pénétrante Est de Douala. Rendu en février 2022, un an plus tard, les travaux sont loin d'être achevés. Ils sont aux arrêts, pas d'engin sur cet axe. Les travaux de terrassement qui avaient débuté il y a près d'un an ont été interrompus sans aucune explication. Les populations vivent désormais au rythme des nuages de poussière, des embouteillages et un véritable calvaire. Pourtant, ce projet était prévu avant la Cannes qui s'est déroulée en janvier 2022 au Cameroun. C'est un reportage signé Warren Zede et Achille Kamga. Ce garage, situé au quartier Yassa à Douala, qui connaissait par le passé une importante fréquentation d'automobilistes en détresse, compte aujourd'hui ses clients au bout des doigts. En cause, le projet de réhabilitation de l'entrée est de la ville, dont les travaux sont à l'arrêt depuis pratiquement 2 ans, et qui a pour conséquence d'empêcher la manœuvre des véhicules jusqu'à ce garage. C'est depuis plus de 3 ans qu'on a creusé, comme ça on a abandonné, ça nous bloque les activités. Rien ne marche plus. En route là, il n'y a plus de moyen qu'une voiture puisse passer pour que nous puissions travailler parce que moi-même en question je suis mécanicien et ça a bloqué les activités. Depuis nous sommes en chômage à la maison, on ne s'en sort plus. Avec la famille et les enfants, c'est plus facile. Un tort qui vient s'ajouter à beaucoup d'autres, l'inhalation de la poussière qui est devenue banale ici, conjuguée aux embouteillages et autres accidents. Les routes ne sont pas délimitées. Ça crée des embouteillages énormes ici et ça fait un gros manque à gagner à la population, surtout de Yassa. Les poussières, nous n'arrivons même pas à supporter. Comme la route est petite, il y a vraiment l'embouteillage. Des fois, on tape à pied pour rentrer à la maison. Ça ne va pas. Il y a aussi le problème des accidents. Tellement que la route est étroite et il y a toujours l'accident. Les 9% des travaux réalisés sur l'entrée Est dans sa phase 2 avaient pourtant donné à espérer aux populations. Celles-ci vont vite déchanter lorsqu'après les terrassements, le déplacement des poteaux électriques, la construction des dallos, les engins de l'entreprise adjudicataire vont disparaître de la circulation. Nous rappelons au gouvernement aujourd'hui de venir en aide, de regarder la souffrance de la population parce que ça crée un très grand manque à gagner. Nous supplions le gouvernement de nous venir en aide, de revenir vraiment de Dieu, de revoir la situation de cette route. Voici un aperçu de l'entrée Est de la ville de Douala, dont les travaux sont à l'arrêt depuis plusieurs mois maintenant. Une situation qui crée du tort aux riverains et aux usagers dans l'ensemble, comme vous l'avez constaté dans ce reportage. Les travaux sont à l'arrêt à cause de la non-signature encore d'une convention qui va permettre le décaissement des fonds qui sont disponibles à la Standard Chartered Bank
depuis février 2021 et la signature de ce décret du président de la République qui a habilité le ministre de l'économie à signer une convention avec cette banque pour le financement des travaux de cette entrée Est. On rappelle également que sur le plan technique, ce ne sera plus l'entrée Est de Douala, mais un boulevard urbain en raison des caractéristiques urbaines de la ville de Douala. En tout cas, quelle que soit la formule, les riverains ici attendent simplement que le projet soit réalisé pour qu'ils retrouvent leur train quotidien d'antan. Depuis l'entrée Est de la ville de Douala, nous sommes Romanus Che, Warren Z2 et Achille Kamga pour Equinox Télévision. Mettons le cap sur la périphérie de Yaoundé, non loin de Soa, c'est un Kolfoulou. Les résidents là-bas souffrent le martyre sur cette route enclavée entre nuages de poussière et bourbiers. Automobilistes, piétons et conducteurs de motos effectuent au quotidien un parcours de combattants. Ils s'insurgent contre l'arrêt inexpliqué des travaux de construction de cette route depuis près de 5 ans. Les conséquences sont désastreuses à la fois pour les riverains et les usagers de la route Nkolfoulou. C'est le constat que font Joël Essengue et Aïk Cyril dans ce reportage. Nous sommes au lieu dit Carrefour Nkolfoulou. Venant de Yaoundé, la cité capitale, c'est à quelques enclavures de la ville universitaire de Soa. Mais parti de ce carrefour pour pénétrer Nkolfoulou, c'est un véritable calvaire, aussi bien pour les populations que pour les usagers de la route. La poussière nous donne le mal des yeux. Le mal des yeux. On a la toux. On a la grippe. On a même le palu. Présentement, moi-même, je suis encore même malade. Je suis convalescent. J'ai fait même presque 3 jours à la maison à cause de la poussière. Sur cette route de Nkolfoulou, un conducteur de moto, que dis-je, une conductrice de moto, elle, c'est Agnès qui a choisi de faire dans le transport par moto. Agnès qui traverse également beaucoup de difficultés. La route n'est pas tellement praticable. C'est une route très enclavée, très dangereuse. Dans toutes les saisons, on traverse des moments difficiles. Dites-nous, vous êtes une femme, une dame au milieu de tous ces hommes qui font la moto. Quel est le regard que les gens ont sur vous? Non, je suis très appréciée par les clients et mes collègues m'encouragent à faire ce travail. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je tiens le coup. Comment en êtes-vous arrivé à faire la moto? Je me suis dit, tout chemin mène à Rome. Et si les autres font, il y a des femmes maçons, pourquoi moi je ne peux pas m'en sortir dans le transport? J'ai commencé à m'exercer sur la moto petit à petit. Bon, maintenant je m'en sors. Sur la route d'Nkolfoulou, la poussière se boit comme de l'eau. Les tenanciers de boutiques, comptoirs et autres petits commerces font les frais de ce mauvais état de la route. Nous sommes habitués avec, même les clients sont habitués avec. On n'a pas le choix, on va seulement se battre avec. Quand nous on pas au marché, par exemple, on achète un article, à moins de, on peut dire dans 2 secondes, c'est déjà poussiéré et les clients ne peuvent pas acheter. C'est comme ça que le marché est franchement dur chez nous. Les gens préfèrent aller plus tard en ville. Pour échapper à la poussière, d'aucuns trouvent le moyen de se couvrir complètement le corps lorsqu'ils empruntent une moto. Au dit des populations, les travaux de construction de cette route sont à l'arrêt depuis près de 5 ans. Ils avaient même fait semblant de lancer les travaux, essayer de faire les rigoles. À la longue, ils ont commencé à creuser même avec les mains. Là, on a vu que non, les travaux ne devaient pas être allés loin. Loin d'en bas, là, il y a un ministre qui est ici là. Et la route n'est pas goudronnée. Il y a notre champion du monde, Francine Ganou, qui est juste là à côté. Et nous on souffre énormément ici là. Quand il vient ici là, il soulève les vitres et nous on a que les larmes pour pleurer. Du carrefour Nkolfoulou, la route est censée aller jusqu'en Kouaban, à Kola Famba. Au lieu dit Colline Bende. Du nom de ce complexe situé en bordure de route, la souffrance des usagers est plus grande encore. En réalité, l'état de la route est très grave. Vous voyez comment on se bat à circuler.
ce n'est pas aisé. Les amortisseurs de véhicules, il faut les changer à tout moment. La poussière, l'entretien de la voiture, c'est pas facile. Vraiment, cette route nous dérange depuis. On a envoyé certains gens de venir travailler sur cette route. Ils sont arrivés, ils n'ont rien fait. Monter, rien, descendre, rien. Même le pont, ils ont rétréci le pont à un niveau. Et ici, ils ont, au niveau de là, comme vous voyez, il y a le cru ici. Ils sont arrivés là, ils ont abandonné carrément la route. Jusqu'à là où il y a l'église là. La route est carrément abandonnée. La poussière comme ça là, c'est parce que vous n'avez même pas allé par devant. Sinon, quand tu fais un tour, toi, je confirme que je suis sur la route. Sur la route d'Nkolfulu, le mur de laignette de soie est tout blanc. Mais l'on se demande pour combien de temps encore il va résister à la poussière. Les étudiants de laignette de soie sur la route d'Nkolfulu souffrent le martyre comme tous les autres usagers de cette route. Pour cause, les travaux de construction du tronçon qui va du carrefour Nkolfulu jusqu'à Nkoaban dans l'arrondissement de Kolafamba sont à l'arrêt depuis belle lurette. Sur la route poussiéreuse de Nkolfulu, Joël Essenge, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Mettons le cap sur Yaoundé où une partie du marché d'Etoudi a été consumée sous l'effet des flammes. Une douzaine de boutiques construites en matériaux provisoires ont été complètement rasées par les flammes. L'incendie est survenu autour de 21h hier soir. Selon des commerçants, les pertes se chiffrent à plusieurs millions de francs CFA. Les premières flammes sont apparues dans des bâtiments voisins au lieu dit gare routière à Etoudi. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire l'incendie, mais les sinistrés regrettent leur arrivée tardive sur les lieux hier soir. Je vous invite à les écouter. C'était avant 2 mois. C'est mon petit frère qui m'a appelé qu'une boutique a étudié en feu. Donc moi, quand je suis quitté, j'ai essayé d'appeler aussi certains de mes frères, mais arrivé ici, c'était le catastrophe. Donc il m'a fait comprendre qu'ils sont allés à la sapeur-pompier qui est à moins de 100 mètres. Ils ont dit qu'il n'y a pas l'eau. On n'a pas pu enlever certaines choses dans la boutique. C'est comme ça que la boutique s'est écoulée tout. On avait les draps, les tapis, les moquettes, les centaines de mille. Quarantaine des bassins de production avicole observés dans la région de l'Ouest impactent déjà sur l'approvisionnement de la région du centre. Là, le poulet se fait de plus en plus rare et les prix ne cessent de grimper. D'autres agriculteurs sont inquiets au regard de l'apparition de cette grippe dans les bassins de production dans la région de l'Ouest. Ils ont pris des mesures, mais s'inquiètent du manque de difficultés d'approvisionnement en d'autres produits avicoles. D'autres précisions dans ce reportage signé Rodingassi et Ben Christy Moudio. La résurgence de la grippe aviaire dans la région de l'Ouest fait trembler les aviculteurs dans le centre. Dans cette ferme située en Nkolfulu, dans la commune de Soie, la menace est prise au sérieux. Nous avons tous peur. Nous avons peur de perdre tout cet investissement. Pour d'autres, c'est massif, pour d'autres, c'est petit, mais le petit aujourd'hui peut être le grand de demain. Donc nous avons également peur qu'on puisse rester sans rien et que nos familles subissent les conséquences de cette grippe aviaire. Les aviculteurs suivaient de près leur élevage. Dans la poussinière au matin, quand je retrouve un mort ou deux, on n'a qu'à récupérer le mort et diagnostiquer. Bon, la mort est due à quelle maladie, pour pouvoir savoir sur quel pied danser. L'hygiène est la clé d'un ensemble de mesures préventives mises en place ici. Il faut se rassurer que tout est propre. Les alentours du bâtiment doivent être relativement très propres pour que s'il y a tout un truc, vous pouvez nettement apprécier si c'est un oiseau sauvage, comme ce sont des animaux vecteurs. Le suivi doit être bon. C'est-à-dire les ouvriers, vous pouvez permettre à vos ouvriers d'être permanents sur le site. Les allées et venues ne doivent être autorisées qu'en cas d'urgence ou bien en cas de recherche d'intrants. Dans les marchés, la question de la prévention ne préoccupe pas les vendeurs. Une chose est sûre et certaine, si la marchandise arrive sur le marché, cela voudrait dire qu'il y a eu contrôle. On ne prend aucune mesure, on est là comme ça. On ne prend rien, nous sommes là comme ça. Il laisse ce soin au ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, Minépia. Une plaie était là ce matin avec les produits pour désinfecter
le marché de poulet. Donc depuis cela 2 semaines, c'est ce matin qu'on les a vus. Moins de mois après l'annonce des premiers cas de grippe aviaire dans la région de l'Ouest, Yaoundé subit déjà le contre-coup de cette crise sanitaire. Nous ne parvenons plus à avoir la marchandise. Par conséquent, c'est un manque à gagner. Actuellement, les fermiers nous disent que les produits coûtent cher, la proviande coûte cher. Et un poulet nous revient à la ferme actuellement dans les 2800, 2700, 2800, 3000 voyons. Les poulets qu'on prenait même dans les 2200. La chaîne de consommation est frappée à tous les niveaux. Quand on paye cher, c'est obligé d'augmenter les prix. Le poulet qu'on vendait, le morceau qu'on vendait à 500, on vend maintenant à 600, 700. C'est le 5 février dernier que le délégué régional de l'Ouest du Ménépia annonçait la résurgence de la grippe aviaire dans ce bassin de production, considéré comme le plus grand du Cameroun. Dans le reste de l'actualité, le mot d'ordre de grève lancé par des enseignants a plutôt été bien suivi dans le département du Noun. Dans plusieurs établissements scolaires publics, des élèves vadrouillaient sur les campus, faute d'enseignants dans les salles de cours. Ceux-ci ont tenu à suivre ce mot d'ordre de grève pour dénoncer leurs conditions de travail de plus en plus intenables. Des réunions qui se sont multipliées entre des syndicats et le ministre d'enseignement secondaire n'ont pas abouti à une solution pertinente. Ceux-ci comptent poursuivre leur débrayage jusqu'à des solutions soient trouvées à leurs préoccupations. D'autres détails avec Mama Soufor, Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Des élèves qui vadrouillent dans la cour de leur établissement scolaire aux heures de cours. Nous sommes dans le département du Noun, région de l'Ouest. Ici, l'opération Crémotte a été suivie par bon nombre d'enseignants. Depuis lundi, nous ne faisons plus cours parce que nos professeurs disent que l'État ne prenne pas à main leur situation de vie. Et en plus, dans mon lycée, il y a plus de vacataires que de fonctionnaires. Le tableau noir révèle que la dernière fois qu'ils ont tenu la craie remonte à vendredi dernier. Ils partagent, comme leurs collègues de l'ensemble du territoire national, les mêmes revendications. Nous avons les problèmes d'avancement. Nous avons également les problèmes des primes. Nous avons également nos frais de correction du probatoire et du baccalauréat qui n'ont jamais été payés jusqu'à la date d'aujourd'hui. En plus de cela, nous avons des enseignants vacataires qui ont déjà officié pendant près de 10 ans, voire 15 ans, mais que le gouvernement n'a jamais daigné pouvoir les titulariser. Et on ne comprend pas cette situation, alors que dans d'autres cas, ces personnes-là sont pratiquement intégrées ou contractualisées. Et l'enseignant passe toute sa vie à vivre comme un clochard. Je suis dans une zone enclavée dans le département du Nil. Je tiens à leur faire comprendre que si nos problèmes ne sont pas résolus, les craies seront montées jusqu'à nouvel ordre. Donc nous continuons à attendre que Yaoundé, que les lignes bougent. Dès que les lignes vont bouger, nous on va rentrer dans les rangs et retourner dans les salles de classe. Entamée vendredi dernier, cette grève des enseignants du secondaire devrait en principe connaître un break dès ce jeudi 24 février. Ils comptent passer à la vitesse supérieure la semaine prochaine si le gouvernement continue de rester sourd à leurs revendications. Le Cameroun est incapable de satisfaire la demande sans cesse croissante en huile de palme brute, alors que la production nationale peine à atteindre la barre de 400 000 tonnes. La demande est 4 fois supérieure. Pour faire face à la pénurie et l'inflation sur le marché des huiles raffinées et autres produits dérivés, les raffineurs annoncent l'importation de près de 140 000 tonnes d'huile de palme. Cette dépendance aux importations remet au goût du jour la problématique de l'agriculture industrielle au Cameroun. Explication avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansab. C'est les larmes aux yeux que les ménages assistent impuissants au déficit d'huile et la spéculation qui va avec. Aujourd'hui, nous connaissons un déficit de plus de 160 000 tonnes d'huile de palme brute. Nous avons une production nationale qui tourne autour de 400 000 tonnes, avec une demande de plus d'1 500 000 tonnes. Et du coup, lorsque le produit se fait rare, on est exposé à l'inflation.
Pour l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun, il n'y a pas de solution miracle. Le Cameroun doit simplement produire plus pour inverser la courbe actuelle. Il faut planter. Et pour planter, nous disons, parce que n'oubliez jamais que même nous qui sommes dans la deuxième transformation, nous avons des initiatives de planting. Et vous savez très bien que les terres ne sont pas disponibles. Parce qu'au Cameroun, on voit des forêts qui sont titrées. Et quand on sait que la condition de l'obtention d'un titre foncier, c'est la mise en valeur, on se demande bien comment ces gens font. Une fois qu'il y aura les terres disponibles, il faudra la semence de qualité. Parce que sans semence de qualité, on a des rendements qui sont faibles, comme nous le voyons à travers nos plantations villageoises. On a besoin des engrais. Un palmier qui n'est pas engraissé ne va rien vous produire. Est-ce que vous imaginez que des pays comme la Malaisie, l'Indonésie sont à 24 000 tonnes de noix à l'hectare, pendant qu'au Cameroun est à peine à 4 000? Il faut en plus une synergie d'action pour transformer le rêve en réalité. Comment imaginer le développement de l'agriculture sans financement? La banque agricole annoncée par le gouvernement depuis belle lurette n'existe pour l'instant que sur du papier. La question du financement reste une chose essentielle. Nous n'avons pas de banque agricole. Et l'agriculture, c'est quelque chose qui n'est pas financé par les banques classiques. Elles ne savent pas financer l'agriculture. Et quand on aura fini de dire ça, quand vous aurez votre plantation à Messon, vous ferez comment pour amener les noix vers la première unité de transformation sans infrastructure. Donc il y a cette question de base vie qu'il faut mettre dans des espaces où on produit. La question de l'électricité n'est pas à négliger non plus. Parce que pour extraire à travers une unité, vous avez besoin d'énergie. Et l'énergie, je n'ai pas envie de vous faire le commentaire de ce que tout le monde connaît. Ces jours-ci, c'est catastrophique. Parce que même au niveau de la deuxième transformation, nous faisons fonctionner les groupes électrogènes pratiquement tous les jours. Et c'est un renchérissement de près de 30% en termes de coût de revient. En attendant la sortie de l'auberge, on n'a pas d'autre choix que de recourir aux importations. L'importation est simplement une mesure conjoncturelle face à un problème structurel qui est celui du déficit qui va croissant. Par rapport à l'année dernière, on avait importé 100 000 tonnes. On a été en difficulté en fin d'année. Cette fois, on a fait une projection sur 143 000 tonnes. C'est déjà accordé depuis le 31 janvier 2022. On ne le fait pas volontairement, mais imaginez-vous que 60 000 emplois de la filière disparaissent parce qu'on n'a même pas pu importer une tonne. Que deviendrons-nous quand on sait que derrière chaque Camerounais, il y a au moins 10 personnes? C'est un donné à penser. Dur pour les consommateurs, mais également les industries de la deuxième transformation qui sont obligées de subir la dure loi de l'offre et de la demande. Que se passe-t-il à la Commission bancaire d'Afrique centrale 2 mois après la désignation d'un nouveau secrétaire général? Le top management de cette structure n'a pas toujours changé. Pas de passation de services techniques ni une prise de service. Cette situation embarrasse les acteurs du système bancaire en Afrique centrale et permet de s'interroger sur la crédibilité des décisions prises par des chefs d'État qui sont en principe d'application immédiate. D'autres détails avec Donald Brice Kamgan. Voici 2 mois qu'il a été nommé. Maurice Christian Ouazan a été promu le 18 décembre 2021 au poste de secrétaire général de la Commission bancaire d'Afrique centrale. 2 mois après sa promotion, le Centrafricain n'a toujours pas pris fonction. Son entrée en fonction doit être précédée par son installation. Celle-ci est prévue par le décret de nomination signé par Paul Biya en sa qualité de président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEMAC. Maurice Christian Ouazan doit remplacer le Camerounais Alilou Yerima Boubakari, dont le mandat est arrivé à expiration depuis 2020. Au sein de la sous-région, c'est la grande omerta au sujet de la non-installation du nouveau secrétaire général de la Commission bancaire d'Afrique centrale. La COBAC, instrument de la Banque centrale en matière de régulation des activités bancaires, est pourtant attendue sur divers chantiers en cours dans le secteur. Entre autres, la mise en application des normes prudentielles applicables aux établissements de paiement en matière d'émission de monnaie électronique ou encore la mise en place du nouveau cadre juridique régissant l'activité des microfinances dans la sous-région. Dans l'escale internationale, le Burkina Faso pleure ses morts, près d'une 60aine de personnes décédées dans une explosion, tandis qu'au Mali, le chef de la transition, le colonel Assimi Goïta, accuse la France de vouloir déstabiliser son pays. La mouture internationale est signée Gladys Sidier.
Burkina Faso porte le deuil après la mort d'une soixantaine d'orpailleurs tués suite à l'explosion d'un stock de dynamite dans le sud-ouest du pays. La puissance de l'explosion a tout ravagé sur le site, allant jusqu'à déraciner les troncs d'arbres. Les corps étaient éparpillés, donc avec la sécurité, venu en renfort, puisqu'il fallait sécuriser d'abord le site. Des bâtons de dynamite de contrebande étaient entreposés dans la zone qui faisait aussi office de marché. Parmi les morts, des femmes et des enfants. Le bilan pourrait s'alourdir. Une cinquantaine de blessés sont enregistrés, dont plusieurs graves. En République centrafricaine, 4 membres du personnel de la MINUSCA, chargés de la protection rapprochée du chef de l'état-major de la force de la MINUSCA, ont été arrêtés à l'aéroport de Bangui-Poko. Alors que la nouvelle s'est répandue au sujet d'une tentative d'assassinat du chef de l'État centrafricain par ses hommes, la MINUSCA parle d'une instrumentalisation sur les réseaux sociaux dans une tentative de manipulation de l'opinion publique et rejette ces accusations d'atteinte à la sûreté de l'État. Pourtant, le tribunal de grande instance de Bangui a décidé de l'ouverture d'une enquête suite à l'arrestation de ces 4 militaires français. Alors que les casques bleus sont toujours détenus, l'ONU réclame leur libération. Relation tendue entre la France et le Mali, Choguel Maïga indique que les Français ont cherché par diverses manœuvres à renverser le régime. Tous ces discours sur un gouvernement illégitime, c'était pour nous renverser, a-t-il déclaré dans un entretien. En fait, ils voulaient diviser le Mali par une fédération. Des chefs indépendantistes ont dit que c'est la France qui leur a promis de diviser le Mali pour faire un État. Pourquoi je parle de trahison? Ce qui a été convenu, la lettre est très claire. Appui aérien et à renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français au sol. Le Premier ministre de la Transition au Mali a par ailleurs relevé l'inconstance de la France vis-à-vis des gouvernements qui se sont succédés depuis le coup d'État du 18 août 2020. Rappelant que la France avait applaudi le premier gouvernement de transition en saluant ses actions. Et c'est cette même France qui s'en prend à l'actuel gouvernement malien. Choguel Maïga aujourd'hui espère trouver un accord avec la CEDEAO pour le délai de transition dans son pays. Goodluck Jonathan, en médiateur, est attendu dans le pays jeudi 24 février en vue d'évoquer les dates des prochaines élections et donc de la fin de la transition au Mali. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Allan Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Allan. Une autre tragédie à Bamenda, région du Nord-Ouest. Cela s'apparente à une bavure militaire. Un soldat a tiré à bout portant sur 2 civils, dont l'un est un opérateur économique bien connu dans la capitale régionale du Nord-Ouest, en compagnie de son ami. Tous les 3 étaient quelques heures plus tôt en train de prendre quelques verres d'alcool. L'ambiance semblait bon enfant, rien ne présageait qu'un drame comme celui-là pourrait survenir. Le gouverneur insiste sur le fait que les 3 acolytes étaient sous l'emprise de l'alcool. Il regrette l'incident, annonce des enquêtes ouvertes par la hiérarchie et appelle les populations au calme et à la retenue. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel et qu'il en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, c'est Jalin. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant.